Bonjour, je vais corriger le premier exercice du TD2. Alors, voici l'énoncé. Cet exercice, on va pas dire qu'il est simple, hein, parce qu'il y a quand même des notions très nouvelles pour vous, les équations différentielles, etc., etc. Mais néanmoins, c'est vraiment l'exercice qu'on peut exiger de vous. C'est-à-dire que vous devez savoir le faire très bien, cet exercice. Donc masse ressort horizontale, donc on le met horizontal, c'est pour pas être embêté par le poids. On peut faire un petit schéma. Euh, donc je vais prendre un support, allez, je le mets en jaune. Un point d'attache, je vais mettre un ressort ici, ici. Voilà, un ressort. J'accroche une masse. Alors la masse, elle est censée être ponctuelle, mais pour des raisons esthétiques, disons franchement. Je mets une petite boîte, comme ça. Voilà, ça c'est ma masse. Donc voilà, il faut juste faire attention. Là, on fait de la mécanique du point. Donc les masses, elles sont ponctuelles. Alors quand vous voyez le schéma, vous dites, bon, elle n'est pas vraiment ponctuelle cette masse-là, mais c'est juste pour une histoire de présentation. Cet axe, je l'appelle X. Donc en fait, il n'y a que suivant cet axe qu'il se passe quelque chose. Et cet axe, je l'appelle Y. Je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de frottement ici. Donc on peut assez bien réaliser cette situation, mais il y aura toujours des frottements, quoi qu'on fasse. Donc un système habituel, c'est on met la masse sur une sorte de rail sur coussin d'air. Donc ça permet de limiter beaucoup les frottements. Et ce genre de système, pouvez le retrouver dans certains jeux où vous avez un palais, une sorte de billard, où le palais en fait est sur un coussin d'air. Effectivement, il se déplace avec peu de frottement. Il finit quand même par s'arrêter. Quand on a cet exercice, on commence par préciser le référentiel terrestre supposé galiléen. Voilà, donc ça c'est important. Donc le référentiel terrestre, il n'est pas, c'est pas un très bon référentiel galiléen parce qu'on peut mettre en évidence dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire dans un laboratoire, si vous préférez, le fait que, notamment, la Terre tourne. Donc mais pour ce qui nous intéresse, cette hypothèse supposée galiléen est très bonne. C'est quand même un bon référentiel où, où on peut appliquer les lois, notamment le principe fondamental de la dynamique sans trop de problèmes. Le système d'étude, ça aussi il faut préciser, c'est la masse. Donc c'est le truc là, et qui est ponctuel. Je ne le précise pas. Le bilan des forces. Alors vous avez le poids qui est vers le bas. Vous avez la réaction du support qui est vers le haut. Alors elles sont censées avoir exactement la même norme. Enfin, en fait je le sais pas. Au départ je le sais pas. Mais on peut quand même s'en douter. Hein, quand vous posez un objet sur une table, et vous savez que la réaction de la table s'oppose exactement au poids. Sinon, votre objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit monter, soit descendre. Donc, autre petit détail qui ne vous a pas échappé, le point d'application de la force. Je fais de la mécanique du point. Donc, normalement, toutes les forces, je devrais les mettre au niveau de la masse. La masse, en fait, c'est un point. C'est pas ce que j'ai fait, donc je prends un petit peu d'avance sur ce qu'on verra plus tard, c'est la mécanique du solide. Hein, quand on manipule des solides, c'est vers ça qu'on va aller, le point d'application des forces, il est important. Pourquoi? Parce que suivant le point d'application, l'objet il peut se mettre à tourner. Et donc ça, évidemment, c'est important. Alors, dans le cas d'une masse ponctuelle, on s'en fiche qu'elle tourne, puisqu'elle est toujours ponctuelle, donc finalement, si elle tourne sur elle-même, quelque part, ça se voit pas.
Bon, petit détail dans ce schéma. J'ai un petit peu excentré la réaction pour ne pas la superposer au poids. Donc, et les réactions normalement devraient se répartir sur l'ensemble de la surface de contact. Donc voilà, j'en dis pas plus sur ce schéma, mais faites quand même attention à ces petits détails. Vous avez une troisième force et je ne vais pas la représenter. On va dire pas tout de suite. C'est la force qu'exerce le ressort sur mon système. Pourquoi je ne la représente pas? C'est parce que la force du ressort, en fait, elle peut être soit vers la gauche. Donc dans ce cas, c'est par exemple le cas si le ressort était étiré. Vous imaginez, il y a un opérateur qui prend la masse et qui la déplace vers la droite. Et bien le ressort, forcément, il va tirer la masse vers la gauche, donc la force, elle va être vers la gauche. Inversement, l'opérateur, il peut très bien décider de comprimer le ressort. Et dans ce cas, le ressort, il va pousser la masse dans le sens des X positifs, donc vers la droite. Donc finalement, elle est où la force du ressort? À gauche ou à droite? En fait, on n'en sait strictement rien, tant qu'on n'a pas appliqué le principe fondamental de la dynamique, tant qu'on n'a pas résolu les équations. En fait, on ne sait pas dans quel état est le ressort. Sur cette photographie du système, on va dire, on prend en photographie le système à un instant donné, et on ne peut pas, à moins de connaître les caractéristiques du ressort, de tout mesurer, en fait on ne sait pas si le ressort à ce moment-là il est étiré ou comprimé. Donc du coup je ne la représente pas cette force. Enfin, pas tout de suite. Le bilan des forces, donc on avait dit le poids, la réaction du support et la force de rappel du ressort. Et là, je l'écris comme ceci. Moins K, L moins L0, U extérieur. L, c'est la longueur du ressort. Donc c'est entre ce point-là et ce point-là. L'origine du repère, il est là. Donc la longueur du ressort, en fait, ce n'est rien d'autre que X. Je vous rappelle que la masse, elle est censée être ponctuelle. Donc le X, je le repère ici. D'accord? Faites attention, hein, l'axe s'appelle l'axe des X, mais X, c'est aussi la position de la masse. Donc je pourrais l'appeler XM ou prendre d'autres notations, mais par souci de simplicité, pour alléger les notations, X, c'est la position de la masse. Donc en fait, L, c'est égal à X. U extérieur, c'est un vecteur unitaire qui est dans la direction du ressort et qui est orienté vers l'extérieur du ressort. Du côté où il y a mon système, donc de ce côté-là. U extérieur, il est... Donc je pourrais le mettre ici, je le mets un petit peu à côté. Il est comme ceci. Voilà. Hop. U extérieur. Et il est dans le sens de l'axe. Donc en fait, ce vecteur-là, je vais le noter comme ça. Faites attention aux notations. Lorsque je mets une flèche au-dessus du X, ça veut dire vecteur unitaire. C'est celui qui définit l'axe en fait. Vous avez vu précédemment dans vos études que pour définir un repère, on a besoin d'axes. Quand je suis dans l'espace, hein, et chaque axe, il est défini, il est orienté donc, par justement ce vecteur unitaire. Et le fait qu'il soit unitaire, en fait, ça permet de le graduer. Hein, donc par exemple, une règle que vous utilisez, il y a le 0,1 jusqu'à 20 ou 30. Eh bien, le 0,1, en fait, c'est la norme, c'est le vecteur unitaire. C'est une direction, un sens. Et le vecteur unitaire, ça fixe la graduation de base. Donc comme ça, on peut compter sur cet axe. Donc ça donne quoi finalement? Ça fait moins K, X moins L0, suivant le vecteur X. Une fois que j'ai écrit ça, bon déjà je vois que je me suis posé deux questions, et il faut se poser que deux questions quand on écrit la tension, la force de rappel d'un ressort. C'est que vaut la longueur en fonction de la variable qui décrit le système, ici c'est X,
que vaut U extérieur? Il y a deux questions. Que vaut, je répète, que vaut la longueur en fonction ici de x, la variable qui décrit le système? Que vaut U extérieur? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, normalement, vous avez écrit convenablement la force de rappel du ressort. Alors c'est sûr que quelque part, il faut appliquer bêtement la formule, et c'est ça qu'il faut comprendre. Finalement, il n'y a pas grand-chose à comprendre, il faut se poser ces deux questions-là. Et toutes les autres questions, quand on procède ainsi, sont superflues. Notamment, je me suis rendu compte, ce qui vous gêne, c'est le fait que quand on fait un dessin, par exemple là, je représente la force maintenant. Maintenant que c'est écrit correctement, on peut représenter la force, donc je la représente comme ceci. Donc le ressort, il est étiré. Donc la force de rappel pousse la masse vers la gauche. Très souvent, vous regardez votre schéma, puis vous vous dites ah c'est bizarre, et vous changez des signes alors qu'il ne faut pas. Et du coup, il y a des erreurs qui traînent qui apparaissent, des erreurs de signes. Donc c'est pour ça que j'ai pas dans un premier temps représenté la force. J'aurais pu la mettre dans l'autre sens. Mais si je la mets dans l'autre sens, ça va croiser le vecteur réaction du support. Et on va dire pour des raisons purement esthétiques, je préfère la mettre vers la gauche. Mais ça aurait été tout aussi correct de la mettre vers la droite. Donc moi je vous conseille de vous écrivez la tension du ressort et après vous pouvez la représenter. Ça vous permet de vous focaliser sur les bonnes questions. La longueur du ressort et U extérieur. Qu'est-ce que ça vaut? Une autre façon de procéder, que moi je procède pas ainsi, mais qui est tout à fait correct évidemment, c'est je peux le faire ici, je l'efface juste après. Vous faites votre schéma et très explicitement vous représentez un ressort qui est étiré. Voilà, vous le représentez comme ça, où les spires sont étirés. Et donc là, vous savez que forcément la force de rappel du ressort, elle est comme ceci, vers la gauche. Cette façon de procéder, l'avantage qu'elle a, c'est que comme vous êtes sûr que la force est vers la gauche, puisque vous avez tiré sur le ressort comme un malade, j'ai envie de dire, eh bien, vous pouvez vérifier votre formule. En effet, lorsque vous tirez la masse vers les x positifs, eh bien, x il est de plus en plus grand. Et la force, elle est dans le sens négatif. Et bien, c'est cohérent avec cette formule-là. En effet, quand x devient très grand, je suis sûr que le x moins L0 est positif. Et à cause du moins qui est là, ça fait bien une force qui est vers les x négatifs. Donc c'est une autre façon de procéder qui est tout à fait convenable, bien évidemment. Et donc là, c'est un peu, c'est comme vous voulez. Donc moi, en tout cas, je procède toujours comme ça. Je trouve que c'est pas mal comme méthode. J'écris le principe fondamental de la dynamique. Donc à la fois, c'est la partie qui vous prendra le moins de temps à écrire, mais qui est la loi de la mécanique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est à partir de là. M fois l'accélération, c'est la somme des forces extérieures. Et je vais m'intéresser uniquement à ce qui se passe sur l'axe des X. Donc je projette selon l'axe des X. Ça donne quoi? Ça donne mx seconde. C'est égal. Donc la projection du poids, c'est 0. Hein, le poids est un vecteur qui est orthogonal à l'axe, ça fait 0. La projection de la réaction du support, ça fait 0. Donc ces deux termes ne donnent aucune contribution. Il n'y a que ce terme-là. Donc ça fait moins k. Je recopie la coordonnée. Et la projection de x suivant l'axe des x, c'est 1. Donc du coup, c'est x1. J'ai mon équation. Alors, mettre en équation le système, voilà, c'est fait. Je vais avancer un tout petit peu. Hein, normalement, je peux l'encadrer, ce résultat. J'ai répondu à la question. Je vais juste modifier légèrement l'équation et je la mets sous cette forme-là.
donc ça demande quelques lignes de calcul, ça rien d'extraordinaire. Et ce truc là, on a l'habitude de l'appeler oméga 0 carré. Donc on a le droit de faire ça à une seule condition, c'est qu'il y a un coefficient 1 devant la dérivée seconde. Et seulement quand on a fait ça, alors ce qui est un facteur de x, on peut dire que c'est oméga 0 carré. Et ce truc là, je vais dire que c'est oméga 0 carré x équilibre. Voilà, donc ici c'était pas absolument nécessaire de faire ça, mais dans les exercices on verra que l'expression qui est ici en facteur de x n'est pas toujours très simple. Bon, ici voilà, c'est l'exercice, c'est le premier exercice qu'on fait, donc évidemment on est dans le cas le plus simple possible. Dans d'autres exercices, ici on aura une expression qui peut être beaucoup plus compliquée. Pareil pour ce terme-là. Donc dans ce cas-là, le fait de poser k sur m égale oméga 0 carré, de poser ce qu'on appelle le second membre égale ce truc-là, n'est pas forcément absolument nécessaire. Mais quand ça va se compliquer un peu, et que l'expression du second membre sera un peu plus compliquée, et ben en fait ça devient intéressant d'écrire ça, parce que ça simplifie l'écriture. Plutôt que d'écrire une grosse expression un grand nombre de fois, à chaque fois que j'écris une ligne de calcul, il faudra que je recopie toute l'expression, et ben je vais gagner du temps en écrivant ça. Alors aujourd'hui, bah, du coup, comme c'est très simple, je vais garder le k sur m et je vais garder ce truc-là. Et je vais commencer la résolution. Donc je fais la question 2. Et on repère les conditions initiales. On lâche la masse sans vitesse initiale, c'est important, et j'étire le ressort d'une longueur grand D à partir de sa position d'équilibre. Ça j'en aurai besoin. Donc la méthode de résolution. On s'intéresse dans un premier temps à l'équation sans second membre. Donc c'est-à-dire je m'intéresse à cette équation. Et on admet. La démonstration, vous l'aurez un jour. Elle n'est pas si difficile, mais pour l'instant, on admet qu'elle s'écrit comme ça. Voilà, A cosinus racine de k sur m, en fait je prends la racine de ce truc-là. Alors si je pose ce truc-là égale oméga 0 carré, en fait le oméga 0, il apparaît ici. Je continue, plus b sinus racine de k sur m fois t. Ça c'est la solution sans second membre. Ensuite on rajoute ce qu'on appelle la solution particulière. La solution particulière, c'est... alors, cette solution sans second membre, je l'appelle x1. La solution particulière, c'est... Vous prenez une solution, n'importe laquelle, mais du moment qu'elle vérifie l'équation différentielle. Donc, je vous propose une solution, et on va vérifier très rapidement qu'elle convient. Donc, si je prends une solution constante, en fait, c'est la solution à l'équilibre. C'est quand votre système, ça fait très longtemps que personne n'y a touché, et bien, il ne bouge plus. Ça, vous le savez. Donc c'est cette solution-là que je vous propose. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais réinjecter x2 dans l'équation différentielle qui est là. Alors comme x2 est une constante, si je la dérive une fois, ça fait 0. Et après, je peux dériver autant de fois que je veux, ce sera toujours 0. Donc ce terme-là, il disparaît. Plus k sur m fois L0. Et bien c'est bien égal à k sur m fois L0. Donc tout va bien. On a fait la petite vérification. La solution générale, donc ça c'est pas difficile, on fait juste la somme des deux précédentes. Donc c'est x1 plus x2. Donc c'est a cosinus racine de k sur m fois t plus b sinus
racine de k sur m fois t plus L0. Voilà, donc j'ai ma solution générale, et ce que je trouve, hein, c'est un truc qui aussi, c'est un peu normal, hein, le masse ressort, vous n'êtes pas étonné que ce soit un truc qui se mette à osciller en fonction du temps. Et maintenant je passe à l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc ça ne vous a pas échappé qu'il y a deux constantes qui sont apparues, qui sont là, A et B. C'est des constantes qui dépendent des conditions initiales. Suivant la manière dont vous allez démarrer votre expérience, donc ça dépend de l'opérateur, et ben ça va changer la valeur de grand A et de grand B. Donc ça dépend de l'opérateur. Alors, l'étape condition initiale, ce que je vais commencer par écrire, c'est traduire correctement l'énoncé. Initialement, on vous dit que j'étire à partir de la position d'équilibre, donc la position d'équilibre, c'est la solution particulière, c'est L0, j'étire de grand D, donc je rajoute grand D à X. Et je démarre avec une vitesse qui est nulle. Donc l'opérateur, ce qu'il fait, si je vous représente rapidement le système, donc initialement, ça c'est le système initial. Et vous avez l'opérateur qui arrive, qui agrippe la masse et qui l'étire. Donc là, la distance que vous avez ici, c'est L0. C'est la longueur à vide du ressort qui n'est ni étiré ni comprimé. L'opérateur, il agrippe la masse, puis il étire le ressort. Allez, encore un 4. Voilà. Vous avez l'opérateur qui agrippe la masse et tire dessus. Donc ça, voilà, donc ça c'est censé être une main de l'opérateur. Alors, plutôt que de mettre initial, je mets au repos. Hein, c'est la manip qu'on n'a pas touché depuis un moment. C'est-à-dire qu'on est sûr que, à cause du peu de frottement qu'il y a, la masse, elle finit par s'arrêter. Donc l'opérateur, il étire la masse et ensuite il la lâche à partir de cette position-là. Et ici, vous avez L0 plus grand D. Donc grand D, c'est là en fait. C'est ce que je rajoute, c'est ce que l'opérateur rajoute. Et ensuite, il lâche la masse qui va partir sans vitesse initiale. Hein, il ne s'amuse pas à prendre la masse, étirer, et puis il lance, et puis il pourrait le faire, hein, l'opérateur, il pourrait lancer la masse en plus d'avoir étiré le ressort. Hein, donc là, l'opérateur, finalement, il ne se complique pas la vie, il étire le système et il lâche. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, le système, il va osciller de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc voici les conditions initiales. Vous imaginez un petit peu ce que ça donne, sans vitesse initiale. Voilà. Mais on a fait tout un travail avant. X de t, ça vaut aussi ce truc-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer t par 0, et je vais dire que c'est égal à ce truc-là. Donc on remplace t par 0 donc je l'écris comme ça, t par 0, je mets entre guillemets, dans l'expression, enfin dans l'équation étoile, donc c'est l'équation étoile, elle est là, dans la solution générale. Ça donne quoi? Ça donne x de 0, c'est a fois cosinus de 0, plus b fois sinus de 0, plus L0 égale L0 plus grand D. Donc ça vient
Cette équation, elle vient de là. Et l'autre équation, c'est l'équation étoile. Mais cosinus de 0, ça fait 1. Et sinus de 0, ça fait 0. Hein, donc là, je fais appel à vos connaissances sur la fonction cosinus et sur la fonction sinus. Donc finalement, j'ai A plus L0 qui est égal à L0 plus grand D. Et donc finalement, A, ça vaut grand D. Donc finalement, j'ai réussi à trouver la valeur de grand A. Je passe à la deuxième condition initiale. Donc on s'occupe maintenant de la deuxième condition initiale. Je vous fais remarquer que pour déterminer deux constantes, A et B, il faut deux conditions initiales. On s'occupe de la deuxième condition initiale que je note comme ceci. Alors pour faire ça, on calcule dans un premier temps la dérivée x point de t. On calcule dans un premier temps x point de t. X de t, je vous rappelle, c'est ce truc-là. Il faut dériver ce truc-là. Donc on va zoomer un peu dessus. Grand A, c'est une constante multiplicative, donc ça ne m'embête pas. Je dois dériver cosinus de quelque chose fois le temps, par rapport au temps. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc déjà, j'aurai moins grand A, la constante multiplicative, sinus de racine de k sur m fois t. Mais ce que vous savez, c'est que ce qui est en facteur, il faut également dériver ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est très simple, puisque c'est une constante fois t. Donc en fait, la constante qui est ici passe devant, en fait, ou sort de la fonction cosinus. Donc ça, c'est un truc que vous devez vraiment savoir faire sans aucun problème. Hein, c'est ce qu'on appelle les dérivées composées. Donc x point de t. Et je vous explique dans un instant comment on peut se souvenir de ce résultat quand un moyen mnémotechnique pour retenir ce résultat. Donc le racine de k sur m, hop, il passe devant. Le cosinus devient moins un sinus. Et la constante multiplicative, de toute façon, m'embête pas. Quand je dérive sinus, ça donne cosinus, plus cosinus. Donc on obtient ce terme-là. Donc voici la dérivée x point de t. Alors pour retenir ce résultat, donc là je fais un petit encadré là. Lorsque la dérivée de cosinus, si je dérive cosinus racine de k sur m fois t par rapport au temps. Donc je répète ce que je vous montre là, c'est pas une démonstration, c'est un moyen pour retenir le résultat. Hein, parce que en fait je vais faire des trucs que normalement j'ai pas le droit de faire. Donc je commence. Donc voilà, je commence à faire des trucs que normalement j'ai pas le droit de faire. Donc là je vais mettre quelque chose pour l'instant, on va dire c'est en chantier. Et là aussi je vais mettre quelque chose, donc c'est en chantier. Le D de T, je le mets là. Et ici c'est, je vais mettre, alors je mets un peu de couleur. Et je décide de dériver par rapport à ce truc-là. Donc ça peut vous étonner un petit peu. Finalement, ma variable, c'est pas une variable simple, habituelle, comme x par exemple, sinon c'est racine de k sur m fois t. Ça c'est ma variable. Donc je pourrais l'appeler grand U, ou ce que vous voulez, si ça vous dérange un petit peu de manipuler des noms de variables comme ça un peu bizarre. Et je fais la même chose. Bon, et c'est là que c'est pas rigoureux. Hein. Le premier truc que j'ai pas le droit de faire, c'est de prendre le d de t et de séparer
de manipuler cette notation comme si le numérateur et le dénominateur c'était des réels. C'est ça que j'ai pas le droit de faire, mais voilà, je le fais quand même, donc voyez ça comme un moyen mnémotechnique pour retenir le résultat. Donc c'est D de... Alors pourquoi je fais ça? Parce que finalement ces deux termes, si je les simplifie, parce qu'ils sont le même au numérateur et au dénominateur, si je les simplifie, hop, je retrouve ce truc-là. Donc je rappelle, c'est pas très rigoureux tout ce que je raconte. Et je dérive par rapport au temps. Et bien regardez le résultat que j'obtiens. Lorsque je dérive cosinus d'un truc, voilà, appelons-le un truc. Voilà, ça c'est un truc. D de cosinus truc sur D de truc, bon, ou ouais, ok, truc, et ben ça fait moins sinus du truc en question. Donc ça fait quoi? Ça fait moins sinus de racine de K sur M fois T. Et la dérivée de ce truc-là, bah ça vous savez, hein, je dérive une constante fois T par rapport à T. Donc ça fait la constante. Quand vous regardez ce que je viens d'écrire, bah c'est exactement le résultat que j'ai utilisé pour obtenir ce terme-là. Et bien entendu, vous pouvez faire en exercice ce terme-là. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour retenir ces... Alors normalement c'est pas vraiment utile hein, de ce truc-là. Vous devez savoir faire les dérivés composés. Mais si jamais vous vous souvenez plus, si vous êtes un petit peu, on va dire, en panique, vous pouvez procéder ainsi. Donc c'est un moyen mnémotechnique, c'est pas rigoureux, mais très efficace, je trouve, pour retenir le résultat. Et ça marche aussi avec d'autres fonctions que cosinus. Hein. Vous pourrez prendre la fonction log, racine, enfin n'importe quelle fonction que vous voulez. Hein. Ici, je l'ai illustré, cette méthode, avec cosinus de racine de K sur M fois T, mais en fait, vous pouvez, ça marche pour n'importe quelle fonction qu'on pourrait appeler f, et n'importe quelle fonction g qui serait à l'intérieur. C'est une méthode qui peut vous être utile, pas que pour le mass ressort. Je remplace par t par 0, donc on remplace t par 0, par 0, alors ça donne x point de 0, ça fait, là on a sinus de 0 qui, je vous rappelle, fait 0, donc je l'écris, allez, K sur M, sinus de 0, plus B, racine de K sur M, cosinus de 0. Je n'ai pas précisé, quand je dérive le L0, qui est une constante, ça donne 0. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Et ça vaut 0 d'après la condition initiale qui est ici. L'énoncé, l'opérateur a manipulé de telle sorte qu'il n'y ait pas de vitesse initiale. C'est ici que je l'écris, c'est cette égalité-là. Le cosinus, il fait toujours 1 en 0. Le sinus fait toujours 0 en 0. Et donc, j'arrive au résultat suivant. Donc ce terme-là disparaît, ça fait B fois quelque chose qui est non nul égale 0. Donc B ça est forcément nul. Voilà. Donc arrivé là, il faut se souvenir que A et B, c'est les A et B qui sont là. Il ne faut pas oublier ça en cours de route, hein, bien évidemment. Ce qui me permet d'écrire la conclusion. X de t, c'est d cosinus racine de K sur M fois t plus L0. Voilà, donc j'ai résolu complètement l'équation. J'ai x
en fonction du temps. Alors, il faudrait préciser, c'est pour tous les instants positifs. Hein, c'est à partir de la condition initiale. Hein. On peut tracer rapidement la courbe. Allez, je le fais juste après. J'ai mes axes. Je nomme les axes. Et je gradue les axes. Donc ici, je mets L0. Donc L0, voilà. Je regarde la plus grande valeur. Je sais que j'ai une fonction sinusoïdale, donc ça va faire un truc qui va osciller. Donc il faut quand même le faire proprement, le tracer. Je regarde la valeur maximale que prend X. Ça, c'est une bonne indication. Je sais que ça oscille. En fait, le simple fait de savoir que ça atteint telle valeur supérieure et que ça atteint telle valeur inférieure, ça va suffire à faire un tracé correct. Donc la valeur maximale de X, c'est lorsque le cosinus il vaut 1. C'est sa valeur maximale pour le cosinus. Donc la valeur maximale de X, c'est L0 plus D. La valeur minimale de X, c'est forcément quand le cosinus il vaut moins 1. Et donc là, c'est L0 moins D. Un cosinus de racine de K sur M. Je devrais, sans préciser ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus, vous savez ceci. C'est entre 1 et moins 1. Donc, je précise la valeur maximale. Donc, on va dire que c'est ici. Et là, c'est L0 plus grand D. Je fais la même chose en dessous. Donc ici, on aura, allez, à peu près ici, L0 moins grand D. Ensuite, donc je sais que je vais osciller entre, je vais atteindre le point haut, puis le point bas, puis le point haut, puis le point bas. Là, il faut faire attention aux conditions initiales. Donc je reviens, elles sont marquées ici, les conditions initiales. Vitesse initiale nulle, donc je démarrerai avec une pente nulle de L0 plus D. Donc je pars d'ici. Je pars de ce point-là avec une pente nulle. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, normalement le tracé ne pose plus de difficulté. Hein. Ça fait un truc comme ça. Voilà. Et donc on a une sinusoïde qui dure indéfiniment. Donc évidemment, il y a quelque chose que j'ai forcément négligé là-dedans, c'est les frottements. Évidemment, l'oscillation ne dure pas indéfiniment. Et ce que je vais faire, c'est que je prends deux maximums ou deux minimums. Ici, je n'ai pas encore gradué l'axe des ordonnées. Donc ce que je vais faire, c'est préciser que c'est comme ça que je gradue l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon. Ici, j'ai la période de mon oscillation, et c'est 2pi racine de m sur k. Donc je fais la démo rapidement. Je vais faire juste quelque chose. Voilà. Je vais y arriver. Donc je fais la démo rapidement de ce truc-là, de la relation étoile-étoile. T, donc c'est une définition. Hein. T est le plus petit réel strictement positif, plus petit réel strictement positif,
tel que on a x de t plus grand T, c'est égal à x de t. Ah, c'est bien, c'est ce qui définit bien une période. C'est-à-dire que quand j'avance de grand T, ben je retrouve ce que j'avais. Et je peux prendre n'importe quel point, hein, n'importe quel instant. Ouais, si je me prends cet instant-là, là, ici, j'ai une certaine valeur de x, j'avance d'une période, hop, je me retrouve ici, c'est la même valeur de x. Donc c'est la définition. Et je peux prendre, alors je fais la démo, ouais, bon, je vais la, j'ai modifié légèrement l'expression de x de t, mais vous m'en voudrez pas, pour que la démonstration soit un peu plus générale. X de t, c'est de la forme, une amplitude, ici c'est grand D, l'amplitude, je le mets ici. Donc, plutôt que de l'appeler grand D, parce que c'est finalement un cas particulier, je l'appelle amplitude, fois le cosinus. Bah ici, je mets racine de k sur m fois t. Et éventuellement, en fait, ça dépend du choix de l'origine des temps. Je corrige un petit peu. Donc x de t. On prend x de t, donc plus une phase à l'origine. Et en fait, ça dépend du choix de l'origine des temps. Vous voyez cette courbe que j'ai tracée, une autre personne pourrait très bien décider que, pour la même manip, hein, de fixer l'origine des temps ici, ou là, ou là. Après tout, il n'y a aucun problème. Hein. C'est le moment en fait où vous lancez votre chrono. Voilà, c'est ça qui définit l'origine des temps, et effectivement, ça dépend de l'opérateur. Il peut y avoir plusieurs personnes qui regardent la manip, et chacun peut lancer le chronomètre quand il veut. Et bien, le fait de choisir l'origine des temps, en fait, ça va changer ça, quoi. C'est-à-dire que la courbe qui est ici, ça va la translater vers la droite ou vers la gauche, et ça change la valeur qui est là. Donc l'avantage de procéder ainsi, c'est que je fais une démonstration qui est un petit peu plus, qui est dans le cas général. Éventuellement, il y a une constante, mais la constante, de toute façon, elle va se simplifier. Donc du coup, je la note pas. Je garde vraiment... elle va simplifier tout de suite. Donc franchement, j'économise une ligne de calcul qui n'apporte rien. Donc je commence dans ma démonstration. Donc x de t plus grand t. Donc c'est l'amplitude fois cosinus de racine de k sur m fois t plus grand t plus phi. C'est égal à x de t, donc la même chose. K sur m fois t plus phi. Donc ici vous reconnaissez x de t. Donc ce que vous remarquez tout de suite, voilà, c'est pour ça que j'ai pas marqué la constante, j'aurais pas eu de place. Si j'avais mis plus une constante ici, plus une constante, ici la constante est L0, référence aux équations précédentes, je l'aurais tout de suite barré et elle aurait disparu du calcul. Donc finalement, je continue mon calcul. Donc j'ai cosinus. Alors je remanie un peu ce terme-là. Première chose que je fais, je distribue la racine de k sur m dans la parenthèse. Le phi plus phi, je le mets avec le racine de k sur m fois petit t. Donc je fais des petites manipulations qui ne sont pas très difficiles. Donc j'ai ce terme-là qui sort. Le plus phi, je le mets juste à côté. Et j'ai ce terme-là. C'est égal à cosinus de racine de k sur m fois t plus phi.
Et quand vous regardez ce terme-là et ce terme-là, c'est les mêmes. Et comme le cosinus est 2π périodique, hein, comme le cosinus est 2π périodique, voilà, temps de l'écrire, 2π périodique, forcément, la plus petite valeur non nulle qui convient ici, c'est 2π. La plus petite valeur non nulle pour ce truc-là, c'est forcément 2π. Hein, pourquoi? Parce que ce terme-là étant égal à ce terme-là, je peux l'appeler u, si vous voulez. Donc ça fait cosinus u plus quelque chose, égale cosinus u, quel que soit u. Ben, ce truc-là, forcément, c'est 2π, 0 éventuellement, 4π, moins 2π. Mais ce que je veux, moi, c'est le plus petit strictement positif. Ben, le plus petit strictement positif, c'est 2π. Donc la plus petite valeur qui convient pour... donc la plus petite valeur strictement positive qui convient, strictement positive qui convient pour racine de k sur m fois t et 2π. Donc je vais l'écrire en dessous. Racine de k sur m fois t, ça vaut 2π. Ben, regardez bien cette équation-là. Si le racine de m, je le mets au numérateur à droite, le racine de k, il passe au dénominateur à droite. Ça fait la formule étoile. Donc ça démontre la formule étoile. Enfin, étoile, étoile. Voilà, donc j'ai vraiment détaillé cet exercice. Hein. Normalement, un exercice comme ça, quand vous êtes, quand vous avez l'habitude, ça se fait en 5 minutes. Hein. J'exagère, pas 5 minutes, mais en très peu de temps. Voilà pour cet exercice.